beaucoup pour toutes les interventions. On va donner la parole à Dr Pisouer. Ouais. Bon, à Philippe, on n'a pas autant d'intimité, mais à Philippe. Donc il va... voilà. Peut-on conserver le sens du soin dans une médecine protocolisée? Appuyer sur... Ah si, c'est bon. Merci en tout cas de m'avoir invité. Je viens de Nantes. Bon, le temps était pas trop long dans le train, on passe bien du temps. Et puis le vent qui a eu lieu cette nuit, des tempêtes dans l'ouest, là, donc voilà, 130, donc il m'a poussé vers vous. J'ai pris le sens du vent pour venir chez vous. Bon, on va parler de protocole, ça va peut-être, on va peut-être redescendre un peu sur Terre, quoique le soin c'est quand même quelque chose de très terrien. Hein. Et je me pose d'ailleurs toujours cette question-là, pourquoi on dit, et ça c'est insupportable, le langage joue un rôle majeur dans tout ce qu'on, Élodie nous a aussi dit, c'est pourquoi nous on est médecins et puis pourquoi il y a les soignants. Donc c'est une révolution culturelle là, qu'il faut provoquer. C'est encore toujours cette dichotomie. On a, nous ici, là, vous êtes tous à l'écoute pour comprendre que les médecins, c'est des soignants. Mais pourquoi on n'est pas soignant? Et puis, alors après, maintenant, il y a les termes bureaucratiques, les médicaux, les paramédicaux, etc. Donc on peut inventer un autre langage, mais la question de la médecine se pose dans ce terme-là aussi, à mon sens. Donc on va revenir sur cette problématique du protocole, de la standardisation. Est-ce que ça donne toujours du sens à un soin qui part, on l'a bien entendu, qui part fondement et de l'ordre toujours du suggestif, qui est toujours du contextuel, qui est toujours lié à l'autre, unique et singulier. Et pourquoi finalement le protocole nous engagerait dans une manière très objective de considérer le soin et peut-être même de mettre à distance l'autre dans cette protocolisation et cette standardisation, mise à distance d'ailleurs de l'autre, mais mise à distance aussi de nous-mêmes soignants, puisqu'on est bousculé par les pratiques multiples. Quel est le problème du protocole finalement? C'est pas tellement qu'il existe. Hein. Là ce matin, vous n'avez pas été trop choqué par le pass sanitaire. Je te remercie encore d'avoir fait ce travail. Vous êtes plus choqué, même si on l'est. En tout cas, on laisse tomber nos critiques politiques par les masques que vous portez. Hein, c'est une forme de protocole, bien entendu, qui est importante. C'est du nouveau protocole, donc ça nous a choqué beaucoup. Alors on va penser que le protocole c'est une sorte de routine pour effectivement vivre pleinement notre vie et que les routines nous sont bien utiles. Le protocole, il est partout et j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte de Pierre Terrasse qui est un jeune là qui dans Philosophie Magazine nous a raconté comment il a pu accompagner les équipes d'accueil des migrants en pleine Méditerranée dans l'Ocean Viking, hein, qui est un bateau qui est affrété par l'ONG SOS Méditerranée. Et partout finalement il y a du protocole et je trouve que on pourrait arrêter là mon intervention d'ailleurs en fait. Hein. Mais bon, c'est qu'on va pouvoir continuer. Mais je trouve que voilà, la question du protocole est là en fait tout simplement. Donc là, il se retrouve dans le bateau, hein, il assiste au sauvetage des migrants qui sont dans un rafio en train de peut-être de sombrer. Et la difficulté quand il y a beaucoup de monde dans un bateau, d'abord c'est la panique des personnes, évidemment, il y a même des morts parfois et des blessés, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants dans ces bateaux-là. Il raconte ça très très bien. Et les sauveteurs jettent pas le gilet de sauvetage comme ça sur le bateau parce qu'on sait bien que ça serait la panique, la précipitation et que le bateau coulerait avant qu'on puisse sauver qui que ce soit. Donc il faut déterminer le bon interlocuteur pour nous présenter. Hein. Les gens parlent pas tous évidemment la langue des sauveteurs dans le bateau. Adopter un ton ferme mais protecteur pour contrôler et rassurer la foule. Puis il faut déterminer s'il y a des enfants, des femmes enceintes, des morts, des blessés, distribuer des gilets de sauvetage en suivant cet ordre de priorité et évaluer le ratio. Ces étapes du protocole bien rodé que les sauveteurs s'efforcent d'appliquer à la lettre en toutes circonstances sur la condition pour que la situation ne devienne pas tragique. Donc c'est la question qu'on va pouvoir poser. Est-ce que nos protocoles, nous, dans le soin, vont pouvoir être
de cet ordre du protocole 1, quelque chose qui va nous aider à prendre des décisions et à agir. Et puis il y a ce protocole 2, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on est là pour discuter autour de ces standardisations, normalisations, protocolisations. C'est qu'une fois que les personnes ont été sauvées, ils accostent dans une île. En l'occurrence, c'est une île italienne, c'est la Sicile, dans le sud de la Sicile pour cet exemple-là. Et puis une fois que les migrants débarquent, il y a un certain nombre de protocoles qui sont mis en place, là pour le coup, avec la police aux frontières. Au total, le débarquement a duré 4 jours dans une ambiance protocolaire, mêlant tests anti-Covid, prise de photos, remplissage de fiches de renseignement pour ces quelques 500 personnes qui seront finalement parvenues à entrer en Europe. Et donc c'est dans ce sens-là, finalement, peut-être que nous, soignants, considérerons que le protocole n'est pas dans le cadre de ce qu'on peut appeler le soin, comme disait Elodie, un métier qui nous oblige à sortir peut-être de nos objectivités. Et je trouve que ces 2 exemples de protocole posent, à mon sens, la question. C'est une question, évidemment, c'est pour ça que Jean-Étienne, et je te remercie encore de m'avoir invité. J'avais eu l'occasion, effectivement, d'écrire un truc sur la standardisation dans une revue qui s'appelle Oxymag, une revue d'infirmières anesthésistes que Jean-Étienne pourra vous filer si vous voulez. La question qui est récente, en fait, c'est posé par François Bourdillon, qui est le fondateur de Santé publique France. Vous allez me dire, ok, il a peut-être des choses à dire, mais bon, tout n'a pas été fait. Lui, il n'y était plus à ce moment-là aux manettes, on dira. Et la question dans l'IB qui est posée, c'est la santé dérive vers une protocolisation à outrance, dit-il. C'est une question qui va se poser. Je ne vais pas lire l'article, évidemment. La médecine protocolisée. C'est quoi un protocole au final? C'est un plan d'action qui est formalisé. Un plan d'action formalisé, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je vais passer les diapos très vite parce que juste pour me mettre en contexte. Alors c'est assez curieux, c'est assez valorisé le protocole. Il y a un protocole de la valorisation du protocole. Là, en l'occurrence, c'est à Brest. Donc, excusez-moi pour l'Ouest, le Grand Ouest. Je suis finistérien, donc je connais un petit peu Brest. Et là, vous voyez, c'est l'applaudissement général du CHU, la protocolisation des prescriptions, le CHU de Brest récompensé. Donc, on a mis en place un certain nombre de protocoles, notamment au bloc opératoire, et ça, c'était pour Jean-Étienne. On est une spécialité en anesthésie qui est assez protocolaire quand même, une spécialité qui est très technique et qui se prête facilement à la protocolisation et qui évidemment n'est pas à critiquer. C'est pas du tout le sens de mon intervention aujourd'hui. Mais en tout cas, ce protocole et cette protocolisation est extrêmement valorisée. Je passerai sur ces protocoles suivants pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Là, vous voyez, il y a le ministre des Solidarités qui a réécrit un protocole comme si les soignants ne savaient pas comment injecter un vaccin. Donc vous voyez, il y a des pages entières de comment il faut faire pour préparer la seringue, comment il faut faire pour injecter, etc. Quelque chose que, évidemment, les soignants savent déjà. Tu parles du 6e sens, mais là on est au 83e sens. Il y a bien longtemps qu'on sait qu'il faut faire ceci ou cela pour remplir une seringue. Et donc nos institutions nous aident quand même à revoir nos protocoles anciens. Les protocoles, on a été noyés évidemment pendant la crise sanitaire. C'est assez intéressant cette crise sanitaire pour ça, parce qu'elle remet bien en perspective cette notion de protocolisation, cette rassurance en fait qu'un protocole pourrait nous fournir. Et quelque chose comme un état second où on pourrait plus réfléchir. Donc là, il y a un protocole fourni pour les nettoyages de sol, qui est effectivement multiple. Vous allez me dire, ok, les protocoles, ça commence à se complexifier. Quel est le sens du protocole? On pourra dire quel est le sens du soin, mais là, pour le protocole, quel est le sens? Et s'il y a des médecins généralistes dans la salle, j'ai été assez effaré par la nécessité, notamment pour les prises en compte à 100% des ALD, de la protocolisation. Et donc il y a un truc qui s'appelle protocole de soins et qui nécessite de remplir des fiches avec des références à des recommandations des hautes autorités. Donc le temps passé, je peux imaginer, donc si un généraliste peut me confirmer, le temps passé pour remplir ces fiches sont assez, à mon sens, importants, mais tout ça c'est pour rembourser à 100% quand même, on est d'accord. Et puis c'est quoi un protocole pluriprofessionnel? C'est c'est le schéma d'une prise en charge optimale pour un problème donné par une équipe pluriprofessionnelle. Et alors là, l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé en 2015, avait essayé de faire une petite étude et puis elle avait essayé de voir à quoi ça pouvait servir ce protocole pluriprofessionnel. Et au final,
Alors donc on a l'habitude dans les études de voir quelles sont les plus pertinentes, etc., ou les moins pertinentes. Hein. Et puis là, dans les niveaux de certitude par rapport aux données que les études pouvaient, les résultats que les études pouvaient nous donner, ben finalement pas très élevés. Et alors curieusement, et ça c'est évidemment, je trouve assez parlant ce résultat, c'est les protocoles de soins améliorent l'adhésion aux recommandations et réduisent les variations des pratiques CQFD, en fait. Hein. Donc on est dans la normalisation, hein, c'est ça que la protocolisation peut nous entraîner. Donc là, vous voyez, c'est le petit film. Et puis tout doit rentrer dans les cases, évidemment, et c'est pas facile des fois. La standardisation, on parle de protocolisation, mais j'aime bien parler de standardisation. Il y a des petites subtilités, évidemment. Hein. On peut faire des protocoles pour tout. Dans notre vie de tous les jours, on fait un certain nombre de protocoles, on dirait des routines. Donc on parle de normes, de standards, de recommandations, de référentiels, de protocoles. Je pense que tout ça, ça s'inscrit dans une même volonté d'objectivation et d'homogénéisation des pratiques, comme si l'homogénéisation des pratiques était nécessaire, mais comme s'il était devenu le but, en fait. Hein. Donc on est dans une sorte de biais cognitif pour moi, hein, c'est-à-dire c'est parce que c'est standardisé et protocolisé qu'on est mieux. Hein. Donc ça c'est ce que les autorités nous proposent d'ailleurs, et on est mieux et en plus on coûterait moins cher. Donc la conséquence de l'ensemble de ces paramètres, c'est la normalisation, standardisation, etc. Et évidemment l'évaluation de nos pratiques, c'est plus facile quand on suit un protocole d'évaluer nos pratiques et ça on est au moment de l'accréditation, on connaît bien ça nous dans les hôpitaux. Donc le risque c'est l'uniformisation et la normalisation de nos pratiques, une amélioration de la qualité. Je suis pas là pour dire que c'est pas le cas, mais en tout cas on est dans une sorte de confiance. Hein, le sens du protocole serait l'amélioration de nos pratiques et évidemment ce grand terme de la qualité. Et évidemment, le risque, c'est le contrôle, enfin le risque sous-tendu à cette perspective protocolaire dans le soin, c'est le contrôle, et puis peut-être une forme d'industrialisation de la médecine. Bon, je passerai sur les standards, il y a 4 types de standards, je pense que j'ai moins de temps en fait. C'est quoi les avantages ? On peut imaginer qu'il y a quand même un avantage dans l'ensemble des protocoles qu'on va pouvoir suivre. Et il y a quand même beaucoup d'inconvénients, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Le risque de cette fameuse protocolisation, donc de partout, dans chaque acte de la vie d'un soignant, serait de remplir des fiches, de suivre des routes algorithmiques, des processus décisionnels très formalisés, évidemment laissant de côté toute la dimension du 6e sens. Moi j'aime bien d'ailleurs dans le 6e sens, juste un petit aparté, il y a des grandes études sur l'intuition médicale et puis sur la connaissance dite implicite, hein, puisque ça c'est il y a toute une philosophie autour de la connaissance, évidemment, de la connaissance dite implicite, donc ce qui n'est pas possible d'objectiver. Hein. Juste un petit exemple, quand on fait du vélo, quand on apprend à faire du vélo, vous savez bien, quand on est gamin, ou peut-être même certains d'entre vous savent pas faire de vélo, mais ça j'en sais rien. En tout cas, on fait gaffe, on met le pied sur la pédale droite, on met le pied sur la pédale gauche, on tient bien le guidon, on regarde, on est un peu pas trop à l'aise. Et puis à un moment donné, souvenez-vous ce passage, je suis sûr que vous vous en souvenez, où tout d'un coup, tout devient fluide. Vous voyez ? Où tout d'un coup, on ne sait plus qu'on a mis le pied sur les pédales, où tout d'un coup, on n'a pas fait gaffe qu'il fallait mettre la main droite à droite et la main gauche à gauche, et que c'est parti, on est parti. Donc cette connaissance implicite-là, elle est jamais facile à d'ailleurs faire apprendre. Donc le problème de la protocolisation, c'est évidemment ce qu'on appelle la déprofessionnalisation. Qu'est-ce que pourrait être une profession ? Mais on n'est pas là pour peut-être en parler, en tout cas. Le problème, c'est la formalisation de la décision et qui laisse de côté toute la dimension sociale, hein, de l'interaction avec l'autre, avec nos propres collègues, avec les patients. L'illusion de la réponse unique, on sent que le protocole, il nous conduit vers un chemin totalement tracé d'avance et nous laisse de côté, bien entendu, un certain nombre d'autres connaissances. Et on est à peu près sûr quand on fait, en tout cas, on est supposé sûr quand on fait un protocole, qu'on suit un chemin, un plan d'action très objectivé, qu'on va arriver à la bonne réponse. Et évidemment, dans la vie de tous les jours du soignant, c'est juste pas ça, quoi.
on rejette par ce fait de suivre un protocole très quantifié avec un certain nombre de données connues qu'on va essayer de récolter auprès du malade, que ce soit soignant médecin, soignant non médecin, un certain nombre de données très objectives, son pouce, attention, le son de sa voix, pourquoi pas, ça peut être une donnée objective aussi. Et puis on rejette toutes ces informations qu'on ne sait pas quantifier, qu'on ne sait pas objectiver, ces notions effectivement très implicites. Même le son de la voix, je disais le son de la voix tout à l'heure, mais en tout cas globalement le son de la voix c'est quelque chose qui n'est pas très objectivable. Et puis comment on peut entendre l'autre, comment effectivement on peut ressentir le regard de l'autre. Là pour le coup avec le masque on a eu du mal, hein, vous savez bien qu'en tant que soignant on a eu du mal avec le masque puisque on ne savait plus bien comment interpréter peut-être quelques données très non objectives de l'autre, hein. Et puis le risque c'est la bureaucratisation et le contrôle. Ça serait quand même intéressant, le protocole, je trouve, c'est d'appliquer un plan d'action assez formalisé. C'est peut-être quand même d'expliciter ce qu'on est en train de faire. On dit on a suivi tel chemin et qui permettrait, puisqu'on a explicité ce qu'on a fait, on a objectivé dans un certain sens ce qu'on a fait, permettrait peut-être une discussion autour de ce que vous avez fait, montrez-moi que ce que vous avez fait est pertinent ou pas. Et puis peut-être donner la possibilité de finalement faire varier le protocole, le changer, le refuser, le critiquer, parce qu'on a dit exactement ce qu'on a fait. Et puis de déléguer au protocole une partie du processus décisionnel permettrait, et ça on sait très bien en anesthésie-réanimation, de nous conduire vers la possibilité de faire autre chose, de se libérer d'un certain nombre de contraintes nécessaires, hein. La checklist au bloc opératoire, vous voyez quand un patient arrive au bloc opératoire, on coche des cases pour savoir s'il s'appelle bien un tel, etc., s'il a bien compris qu'il était opéré de tel côté et pas tel autre. On ne peut pas dire qu'on est contre cette manière de faire quand un patient rentre au bloc opératoire, mais cette checklist qui nous finalement facilite un certain travail nous permettrait d'accueillir peut-être au mieux, une fois qu'on aura passé cette étape de la checklist, d'accueillir ce patient d'une autre manière en nous libérant finalement de tâches qui sont parfois nécessaires quand même. Je passerai sur l'algorithmique. Et comment, et d'ailleurs on a bien montré que les protocoles qui sont quelque chose de très institutionnalisé, qui sont fournis par nos institutions de santé, par nos sociétés savantes, on dira, n'empêche pas quand même qu'on puisse, et ça a été bien montré par la sociologie, qu'on puisse quand même varier les protocoles initiaux, qu'on puisse les adapter à la situation et au contexte dans lequel on travaille, et ça a été bien montré par ce sociologue-là, Stéphane Timmermans, qui a beaucoup travaillé sur le standard. Donc, vous voyez, en réanimation cardio-pulmonaire des arrêts cardiaques, il a pu suivre une équipe. Donc, ça a pu être accepté, ce protocole, malgré les réticences initiales des chirurgiens qui pratiquaient dans les années 60. Alors, dans les années 60, un arrêt cardiaque, c'était simple en nouvelle-thorax. Vous voyez le genre, hein. Donc, un massage à thorax ouvert en insistant sur l'ancrage du protocole dans un système médical d'urgence, sur la reconnaissance par l'ensemble des acteurs de la chaîne de son efficacité. De ce fait, alors je trouve que c'est assez beau ce terme d'université locale, hein, d'universalité locale, dit-il, de ce fait de caractère d'universalité locale. Donc comment finalement dans une institution on a pu s'approprier un protocole et l'adapter avec une possibilité quand même de le critiquer, dépend de la manière dont les standards transforment les actes en s'inscrivant dans des pratiques locales. Et donc cet aspect de localité, je trouve qu'il est important. Même si on sait bien que si chacun des endroits va s'adapter, va adapter un protocole par exemple sanitaire, on va pouvoir peut-être faire taper sur les doigts quand même, hein. Au début, vous savez tous, dans les hôpitaux, les masques n'étaient pas nécessaires. En réanimation, où je travaille moi en chirurgie cardiaque, on nous avait dit, l'hygiène nous a dit que c'était sûrement pas nécessaire de mettre des masques. On savait bien pourquoi c'était pas nécessaire, il n'y en avait pas. Donc nous, on a un peu râlé et on a tous mis des masques. On s'est fait engueuler par les responsables hiérarchiques, etc., parce qu'on gaspillait le bien public, bien entendu. Et puis 15 jours après, évidemment, il fallait tous mettre des masques. Je dis pas qu'on avait raison, mais en tout cas, on a réussi avec une certaine dose de rébellion. Le protocole aussi nécessite de s'adapter et peut-être de le refuser, et ça, c'est pas si simple, hein. On a réussi à peut-être adapter, et ça, on a très bien souligné ce que la crise sanitaire nous a entraîné, c'est comment on a pu s'adapter finalement. Et le soin futur serait peut-être une crise permanente avec la possibilité d'adapter localement nos manières de faire, hein, pourquoi pas, hein. Crise permanente, c'est une notion philosophique qui est importante, ça. Pas que rupture. Donc, juste à ce propos, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Quand on
parle de fracture, il y a un très beau film de Corsini qui va sortir la semaine prochaine. Donc Fracture, ça s'appelle. C'est par les producteurs Pacte, le Pacte qui avait fait Hippocrate. Donc Fracture, ça se passe aux urgences dans un hôpital, et puis il y a les gilets jaunes qui arrivent, c'est le bazar. Là, on montre bien les dysfonctionnements de l'hôpital, notamment. Et donc je trouve que c'est intéressant, c'est pas que sur la fracture, mais sur cette notion de rupture. Et je trouve que j'ai eu l'occasion de le voir en avant-première. C'est voilà. Juste en aparté, je ne touche pas d'argent sur cette publicité. L'idée d'une supervision et d'un contrôle entièrement bureaucratique semble une chimère, dit-il. Il est assez confiant quand même, mais là, il a écrit ça dans les années 80-90. Il est peut-être un petit peu optimiste sur cette affaire-là. Donc, d'un contrôle entièrement bureaucratique semble une chimère. Les multiples arrangements, et on sait qu'il y a des multiples arrangements et bricolages autour de l'utilisation d'un protocole, ne peuvent pas être contrôlés, on espère. Un petit mot de Montgeorges, Canguilhem, on ne l'a pas cité, mais Élodie n'a fait que le citer en fait quand elle a parlé du soin. Voilà, c'était son sixième sens, la connaissance implicite. C'est Georges Canguilhem qui est médecin et philosophe et médecin, qui était. C'est une phrase qui est importante qu'on doit penser quand on parle du protocole et de cette standardisation, de cette normalisation de la médecine. La rationalité médicale s'accompagne dans la reconnaissance de sa limite. Il faut s'avouer qu'il ne peut y avoir homogénéité et uniformité d'attention et d'attitude envers la maladie et envers le malade, et que la prise en charge d'un malade ne relève pas de la même responsabilité que la lutte rationnelle contre la maladie. On parlerait d'individualisation, je passerai. Et je voulais finir pour juste évoquer ces problématiques de travail. On a parlé du travail dans le soin, on est des travailleurs du soin, j'aime bien ce terme travailleurs du soin, vous allez me dire ça fait un peu gaucho de parler de travailleurs du soin, mais en tout cas je trouve que à la limite on pourrait quitter ce mot soignant pour proposer, je proposerais qu'on ait des travailleurs du soin aujourd'hui. Et ce protocole, c'est le travail prescrit finalement, c'est la manière dont on va nous obliger à travailler, et puis la nécessité de revenir sur ce qu'on fait. Voilà. Là, juste une petite diapo exprès bordélique. Un protocole de soins infirmiers. Vous voyez, c'est intéressant un protocole de soins infirmiers, c'est important, ça permet d'actualiser des manières de faire, ça introduit une certaine culture professionnelle, ça formalise des connaissances empiriques, c'est sûr, ça améliore peut-être la qualité et l'intégration aux bonnes pratiques. Ça suppose, et ça on a parlé d'institutions tout à l'heure, que l'organisation du travail soit adaptée et que le temps d'appropriation soit évidemment suffisant, le protocole infirmier. Mais il y a une sociologue, Sefergelli, qui a travaillé dans les services, notamment de réanimation, et qui a mis son œil de sociologue critique autour du travail du soin des infirmières notamment, et donc à travailler autour de ce qu'on appelle le tour de lit. Vous voyez, quand une infirmière rentre dans une chambre de réanimation, je m'excuse de donner cet exemple, il y a toute une manière protocolaire, on dira routinière au moins, de rentrer dans sa chambre, de checker quelles sont les vitesses des seringues, si les alarmes sont bien mises. Donc il y a tout un travail au moment où l'infirmier rentre dans une chambre, un travail d'appropriation finalement de l'ambiance en fait. Et là, elle a décrit, donc vous voyez, un certain nombre d'ambiances, de qu'est-ce que l'infirmière finalement pouvait faire et qu'est-ce qu'elle pouvait surveiller, contrôler quand elle rentre dans la chambre. Et vous voyez, entre un protocole qu'on a monté tout à l'heure et tout ce qui se passe en réalité, on a bien compris qu'entre ce travail prescrit d'un protocole et un vrai travail réel, il y a un monde. Et le monde est ça. Donc juste pour terminer, j'ai dû dépasser largement mon temps, je pense. Est-ce que le protocole serait, et la protocolisation en médecine serait, je ne suis pas certain que vous ayez convaincu, mais voilà, une cuisine. Et là, j'aime bien citer, voilà, ça c'est pour peut-être Élodie, le Gorgias de Platon, et sur la manière de penser la médecine. Maintenant, dit Socrate dans ce dialogue de Platon, accorde-moi aussi ce que je disais à Gorgias et Apollos, s'il te plaît que j'ai dit alors la vérité, je leur dirais à peu près ceci, que la cuisine ne paraissait pas être un art, quoique, comment faire ça, mais une routine, que la médecine au contraire est un art. Je me fondais sur ce que la médecine, quand elle soigne un malade, ne le fait que lorsqu'elle a étudié sa nature, qu'elle connaît les causes de ce qu'elle fait, et peut rendre raison de chacune de ces deux choses, que telle est la médecine, au lieu que l'autre, appliquée tout entière au plaisir, marche à son but absolument sans art, sans avoir examiné ni la nature, ni la cause du plaisir, véritable aveugle qui ne distingue, pour ainsi dire, rien nettement,
et qui conserve seulement, par la pratique et la routine, le souvenir de ce qu'on fait d'habitude et procure le plaisir par ce moyen. Merci. Ce qui fonde l'obligation éthique ne réside pas plus dans la simple objectivité des choses que dans la subjectivité des normes, mais bien dans l'effectivité de la façon de traiter tout homme et tout l'homme, qui anime ne fût-ce qu'implicitement nos choix et nos actes du sien-sève. Magnifique livre, Qu'est-ce que la personne humaine, près de la fac de médecine, décentraliser la connaissance, et à vos librairies préférées, un travail commun auquel j'ai participé sur Soigner. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour la richesse de ces propos, votre dynamisme et votre oui, vous êtes vraiment imprégné de ça. On sent que vous avez beaucoup réfléchi par rapport à cette protocolisation qui met à distance l'autre et qui nous met même nous à distance de ce qu'on peut faire. Mais je pense que ces protocoles c'est utile, mais aussi qu'il y a il y a la perte de l'homme et la perte du soignant quand on est trop dans cette protocolarisation. Et en même temps, ça permet une sécurité, notamment dans les prescriptions. C'est aussi quelque chose d'intéressant. On a l'impression qu'avec la crise sanitaire, avec la peur de ce virus, on a augmenté le nombre de protocoles, parce qu'il y a aussi cette notion, et j'aimerais vous poser la question par rapport à la peur de la judiciarisation, principe de précaution, qui fait qu'on va développer de plus en plus ces protocoles, et que on a l'impression d'un peu d'illusion d'une réponse unique, comme vous nous l'avez dit. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr de ne pas oublier que derrière il y a l'homme, et que nous aussi, nous sommes des humains, et qu'on doit se servir de ce protocole comme quelque chose qui nous aide et qui nous évite à trop penser de choses pour justement l'essentiel de protocole du soin nous permet d'être libérés de certaines préoccupations pour peut-être plus arriver dans la relation avec l'autre. Et c'est peut-être ça qui est aussi intéressant dans ce protocole. Mais j'aimerais bien vous interroger sur le principe de judiciarisation. C'est un peu de temps. Je sais pas. On a vu que c'était la possibilité de contrôler, c'est vrai. Donc, je pense que sur la judiciarisation et les affaires judiciaires, je ne sais pas si ça a augmenté en fait, mais la peur, elle existe, c'est certain. On a certaines spécialités qui sont très judiciarisées, dont l'anesthésie, on sait bien, c'est l'une des spécialités les plus poursuivies. Donc là, en l'occurrence, l'anesthésie, qui est une activité assez technique, est très protocolisée. Mais je ne pense pas que ce soit le protocole qui a été adopté par peur de la judiciarisation. Je pense que c'est nécessaire de nous libérer, comme tu dis, de tâches particulières qui nous permettent, j'espère, et c'est le grand drame de l'anesthésie, d'introduire une éthique au bloc opératoire qui est une grande question quand même, de ce bloc opératoire très fermé, invisibilisé, quasiment, que ce soit à la fois le malade et les soignants, totalement invisibilisé un bloc opératoire. Donc évidemment, je suis pas certain. Ça a été juste pour donner des références américaines, parce qu'ils sont très protocolisés, très judiciarisés depuis de nombreuses années. Donc il y a toute une question autour de ce qu'on appelle l'évidence-based medicine. Sous mon propos, il y avait cette notion de standardisation, de normalisation des connaissances, et donc de ne faire confiance qu'aux données dites prouvées par une science dite médicale. Il se trouve que donc les recommandations sont multiples et variées là-bas. Nous aussi, on en a beaucoup des recommandations, mais il se trouve que dans toutes les études des procès, il y a eu un certain nombre de procès, j'avais regardé ça, dans ce que les Américains appellent l'evidence, c'est-à-dire la preuve en fait. Dans la loi américaine, evidence, c'est une recherche de l'evidence, c'est la recherche d'une sorte de preuve. La traduction d'ailleurs est pas très bonne. Il se trouve qu'il n'y a pas de lien si évident que ça entre les procès et d'avoir suivi ou pas un certain nombre de recommandations. Et ça, c'est plutôt rassurant dans un sens, parce que les Américains sont quand même des bons exemples pour ce qui va peut-être arriver chez nous ou qui est déjà arrivé. En tout cas, dans l'état actuel des choses, les procès aux États-Unis sont pas tant liés à ne pas avoir suivi des recommandations que pour d'autres raisons. Donc c'est la seule réponse que je peux vous donner en fait. Mais je pense pas en tout cas que quand on suit un protocole, on est dans l'idée d'être poursuivi, mais parce que, on nous l'impose, et deux, on pense que c'est mieux de faire un protocole, parce que sous-jacent à cette protocolisation, c'est
la responsabilité individuelle, certes, mais c'est aussi la notion que l'individu a une rationalité limitée et qu'en fait on n'est pas bon en fait, quoi. Et donc c'est cette impression là qui est insupportable dans cette protocolisation multiple, c'est qu'on ne laisse pas la possibilité finalement de faire autre chose que de suivre un chemin, et on sait bien hélas dans nos hôpitaux que on est en plus dans une performance, voilà, j'ai pas insisté sur cette notion de performance et de multiplicité et d'industrialisation de la médecine, hein. Et là pour le coup c'est comme quand on rentre dans un avion, là on fait des checklists et puis ciao, et le malade va repartir parce qu'on n'a même plus le temps d'être avec lui. Donc le risque c'est ça. Des questions dans la salle. Ouais. Oui. Donc, merci pour vos interventions. Pour votre intervention définitive, j'ai retenu qu'il y avait quand même de bons protocoles qui déchargeaient la pensée d'un trop-plein et qui nous permettaient de revenir à l'humanité. Et vous abordiez à la fin de la discussion, il y a aussi des dévoiements possibles dont on reparlera dans la journée. Mais je voudrais éloigner un spectre qu'a évoqué Pascal, qui est celui du principe de précaution. Il y a quand même toute une évolution qui se fait ces derniers temps pour dire que le principe de précaution ne s'applique pas au secteur sanitaire. Il s'implique dans le domaine environnemental, où il s'agit d'échelle de temps, de génération en génération, et de la prudence qu'il faut avoir vis-à-vis des générations futures, vis-à-vis de certains de nos actes qui peuvent l'engager. Mais dans le domaine sanitaire et de la médecine, il n'y a qu'un seul principe, c'est celui du bénéfice-risque. On est là à soigner une personne, et on pèse d'un côté les bénéfices, de l'autre les risques, et c'est la seule chose qui doit nous engager vis-à-vis de la nécessité de prendre une décision et d'engager les modalités d'action, dont les protocoles qui vont nous permettre de les prendre en charge. Il se trouve quand même, oui bien sûr, la notion de risque et d'incertitude est fondamentale, on est d'accord. Il y a dans la démarche qualité, je suis pas certain qu'on s'éloigne autant de ça, de ce que tu dis, le principe de précaution. Faudrait regretter un petit peu l'affaire. Il y a sous-jacent à ça quand même la notion de risque insupportable, d'incertitude insupportable, radicale, on dit certains philosophes, hein. Cette tendance à la standardisation, à l'homogénéité, évidemment, elle est sous-jacente à une notion, c'est débile à mon sens, entre homogénéisation et diminution des coûts, hein. Là, on n'est plus pas dans un précaution, comme tu dis, mais dans une notion de coût. Et à l'origine de tout ça, quand même, et les algorithmes en médecine, j'ai eu la chance de suivre une thèse d'Océane Fian, c'est une philosophe, sur la naissance des algorithmes en médecine, une thèse de philo, et on sent bien que sous-jacent à cette histoire-là n'était pas, comme tu dis, cette histoire de précaution, mais c'est sous-jacent à ça, c'était quand même une sorte de réflexion autour du coût de la santé. Et c'est ça qui est pénible dans cette histoire de protocolisation, qui par ailleurs, évidemment, comme tu dis, et comme on est là pour faire une balance bénéfice-risque, si on peut parler comme ça, en éthique on fait aussi la même chose, tu sais bien. Mais sous-jacent à ça quand même, et ça faut pas perdre de vue que cette protocolisation a aussi un fondement économique, hein. Et ça c'est, on dit pas que les médecins, vous voyez, je dis médecins et soignants, voilà, je dis n'importe quoi. Et on dit pas que on n'est pas sensible à ce coût de la santé, hein. C'est toute la difficulté entre l'individuel et le collectif, vous savez très bien, et ça c'est notre bazar de tous les jours, ça, nous en tant que soignants. Hein, vous savez très bien qu'il y a l'autre qui est fondamental, on est là pour ça, pour parler du soin, et il y a aussi cette dimension, je ne sais pas si elle va être abordée, cette dimension collective du soin, et la crise sanitaire nous l'a bien pointé du doigt. Et donc, évidemment, derrière, il y a cette notion de risque économique, de ce fameux coût de la santé, voilà. Alors, le principe de précaution a été effectivement pas... moi, je prônerais finalement pour une éthique du soin environnemental. Allez, on est dans une sorte d'environnement, voilà, de l'autre à l'autre, dans une communauté de vie. On est un environnement dans un environnement. Bon, voilà.
Moi, j'avais une réflexion globale, mais qui est un des mâles de notre moment, c'est de confondre les buts et les moyens. Et les protocoles, pour moi, sont des outils et doivent être utilisés comme des outils et non pas comme des buts en eux-mêmes. Et malheureusement, on le voit notamment à travers la certification ou d'autres choses où finalement il n'y a que l'outil qui compte et pas ce qu'on en fait et le principe. Et le but d'un outil, c'est de simplifier la vie pour avoir plus de temps, soit de loisirs, soit pour ce qui nous concerne dans le soin, de plus de temps pour l'autre et pour faire autre chose. Qui ne pourra jamais être protocolisé, la relation de soins par définition. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième chose, c'est à l'heure, mais j'ai un peu mal la réponse parce que pour moi, à l'heure, c'est en l'heure, où on parle de médecine personnalisée, finalement, est-ce que la protocolisation a encore une place ? Sur ta deuxième question. Là, je suis en train de travailler sur justement médecine dite personnalisée et standardisation. Et en fait, dans l'ensemble des travaux que j'ai pu parcourir, et puis je travaille avec un philosophe qui s'appelle Xavier Guchet, qui est un philosophe des techniques, donc je vous recommande sur la réflexion sur la technique en médecine est quand même très importante. La technophobie ambiante n'est pas, je pense, un bon point de vue. On est des hommes technicisés. On porte tous des lunettes, on prend des médicaments, qui est une technique extrêmement importante. Et dans ces travaux-là sur l'outil, il y a, je pense, une difficulté, et ça on ne peut pas la résoudre aujourd'hui, bien entendu, c'est que, comme on dit, l'outil aide, mais dans quelle mesure l'outil nous retransforme pas, en fait, tu vois. Et nos smartphones, on connaît bien cette affaire de smartphone, nous prolonge. Et moi, l'inquiétude que j'ai, en éthique, on a toujours de l'inquiétude, vous savez bien, l'inquiétude éthique. La question que je me pose dans une protocolisation à outrance, effectivement, comme tu dis, c'est un but et puis un moyen, c'est de transformer nos manières de faire. Et donc, tu vois, de rentrer en nous-mêmes une sorte, tu vois, et la médecine personnalisée, pour le coup, c'est une biomédecine, effectivement, qui ne s'occupe que de biomarqueurs et des profils moléculaires des personnes. Donc la personne n'existe pas dans la médecine personnalisée, on est bien d'accord. Et pour faire des biomarqueurs, il y a tout un ensemble de systèmes, un système technique, comme on peut dire, en citant d'autres philosophes. C'est tout un système technique derrière, avec une standardisation des normes ISO, comment les biomarqueurs peuvent être, par exemple, passés d'une équipe à l'autre. En fait, il y a une standardisation derrière, comme dans l'industrie, en fait. On est dans une médecine industrielle, dans la médecine personnalisée. C'est vraiment ça qu'il faut souligner. Je savais plus ta première question, mais moi, je crains dans le protocole que c'est pas suffisant de penser que c'est un outil d'aide. Et que je crains que ça soit devenu une manière... une autre manière de penser le soin. C'est ça la difficulté. Évidemment, ça nous aide, nous. Mais jusqu'à quel point ça ne nous transforme pas. Une latence, le protocole est lent. Oui. Alors, pour le coup, ce qui est, à mon sens, important, comme dans tout outil dans notre pratique, finalement, comme dans tout acte, comme dans tout agir, et c'est ce que Berg, là, le sociologue, avait souligné, c'est la possibilité d'ouvrir la discussion. D'où vient le protocole ? Quelles sont la justification du protocole ? Quelles sont les données qui font que ce protocole est validé et en quoi il serait validé chez moi ? Et c'est ce qui manque, à mon sens, tu vois. Et c'est ce qui fait craindre la difficulté d'implantation, comme on dit, d'un protocole, c'est l'explication du pourquoi. Et voilà, si on est dans la question du pourquoi, comme posait Elodie, c'est pourquoi ce protocole ? Et en fait, quel est le sens de ce protocole dans la pratique dans laquelle je m'inscris ? Et le porteur du protocole, si on peut dire comme ça, le service d'hygiène par exemple, qui fait son job évidemment, qui a bossé comme d'un fou furieux pendant cette crise et qui continue, se doit, à mon sens, de l'expliciter plutôt que de le fournir comme un outil non critiquable. Et c'est là toute la difficulté, je pense. Et peut-être que c'est ça dans la question du sens du soin, c'est le pourquoi, le pourquoi de tout ça. On a compris à peu près, mais on peut s'opposer et on peut avoir effectivement
effectivement, est-ce que il faut être rebelle systématiquement quand il y a quelque chose d'assez rigide qui nous propose? Ça nous soulage, évidemment. On va pas passer des jours et des heures de réunion pour essayer de faire notre propre protocole local. Mais je pense que l'explicitation dans tous les actes qu'on peut faire de la vie de tous les jours, finalement, et ça, le propre du soin, à mon sens, c'est aussi ça, c'est que c'est de revenir sur non pas ni le comment, ni le pourquoi, mais le qu'est-ce qui fait que ceci ou cela. Qu'est-ce qui fait que c'est presque un soin, vous voyez. C'est le protocole, c'est pas ancré comme une table de la loi sur du marbre, mais ça reste quand même la possibilité d'une critique, même si après, évidemment, on l'applique, bien entendu. Et ça rassurera après, je pense, si une explicitation, est publique. Le protocole doit être publicisé dans ce sens-là, à mon sens. Un protocole presque. J'aime à citer Delphine Orvilleur, qui est un magnifique, c'est un rabbin française, vous savez bien. Delphine Orvilleur, qui a écrit un magnifique livre sur Vivre avec mes morts. C'est une rabbin qui accompagne les derniers instants des gens et qui, dans son livre, quand elle pose la question « Qui suis-je ?», donc on pourra dire quel est le soin, en hébreu, il y a un petit terme, le raf, ça s'appelle, donc qui rajoute au qui suis-je presque. Donc ça, moi, je trouve que qu'est-ce que le soin presque. Voilà, c'était pour terminer. C'est exactement le but, le sens de la fameuse diapo bazar que vous n'avez pas suivi. Effectivement, la nécessité de reconnaître nos connaissances, de formaliser une expérience, elle est nécessaire. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que vous avez bien compris que le sens de mon propos. C'est évidemment une tâche inouïe de mettre en place ce type de protocole. Je continue à penser que c'est dans une équipe dans laquelle on travaille, on est dans des relations sociales qui sont très fortes et que la mise en place effectivement en commun, comme tu dis, d'un protocole est une manière aussi de resocialiser, on dira presque les nouvelles infirmières, infirmiers, soignants, même médecins qui vont se réintroduire dans l'équipe et c'est évidemment une nécessité dont tu parles. Il faut reconnaître effectivement que la protocolisation à outrance, c'est-à-dire la seule, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec Jean-Étienne, la seule manière de penser de façon protocolaire nous fera oublier, je pense, aussi un certain nombre d'autres manières de faire. Et effectivement, à mon sens, on n'a peut-être pas évoqué le risque de ne pas suivre un protocole qui est parfois nécessaire, tu sais bien, risque de nous mettre un peu mal à l'aise en fait, et notamment les jeunes. C'est-à-dire quel est le sens quelle est la confiance que j'ai moi dans mon métier si j'arrive pas effectivement à sortir d'une règle imposée qui est nécessaire bien entendu dans la plupart du cas, et comment justifier le fait que je sorte de la procédure tout en me mettant pas mal à l'aise avec à la fois mes collègues, les patients, les cadres, les médecins, etc. Donc c'est ça, à mon sens, c'est tout un apprentissage évidemment de l'intégration d'un protocole dans un service qui est nécessaire et qui n'existe pas, je pense. Et c'est ça qui est un petit peu le sens de mon intervention, c'est comment réapproprier un protocole à l'intérieur d'une manière de faire dans une équipe, dans n'importe quel endroit du soin, comment se le réapproprier et comment finalement le protocole est une manière après, et l'adaptation d'un protocole, une manière après d'être reconnu dans l'ensemble d'une équipe et dans le soin que je pratique, avec la possibilité de le dévier. Et donc c'est ça toute la subtilité, je pense, évidemment, de l'outil. Comment je peux faire pour ne pas sortir de la zone très éclairée d'un protocole et puis aller un peu dans les zones sombres de la relation très intime avec un patient, tout en sortant de cette protocolisation qui me met bien à l'aise, me donne une certaine confiance dans mon métier, mais quel risque je cours finalement de pas le suivre toujours. Et donc cette appropriation par l'équipe est fondamentale, et peut-être que, comme on disait tout à l'heure, l'explicitation, le dialogue, la co-construction manque un peu probablement dans nos équipes qui sont bien mal. Vous savez bien que notamment les infirmières fuient les hôpitaux, mais s'ils vont dans les cliniques, là il va y avoir aussi un certain nombre d'autres protocoles qui vont être mis en place, je pense, mais où là pour le coup avec cette histoire de judiciarisation comme tu disais. Donc
Voilà, c'est le bazar, et je crains aussi là que les protocoles finalement soient le standard, si on peut parler comme ça, de nos prochaines pratiques dans une médecine très, notamment de l'ambulatoire, qui va introduire beaucoup de protocoles, hein, ça c'est sûr et certain, et dans une multiplication de nos actes, avec en plus la défection totale des soignants dans les hôpitaux. Ça c'est l'approche politique, hein, du protocole qu'il faut penser. Je te remercie, merci pour tout. Moi, j'aurais une question à vous deux. C'est Jean-Étienne qui avait soulevé cette question il y a quelque temps sur est-ce que c'est bien éthique de toujours obéir à un protocole ? Désobéir, mais c'est une autre manière de penser la désobéissance. Ça, c'était c'est une vraie question sur la désobéissance des soignants, en fait. Et globalement, si on considère qu'une manière d'agir très formalisée conduit à une maltraitance, une malfaisance vis-à-vis d'un patient, je vois pas en quoi ça serait pas éthique de pas le suivre. Donc après, si on suit ces fameux principes classiques de l'éthique médicale, quel est le sens au niveau d'une collectivité de ne pas suivre un protocole? On va être bousculé je pense qu'on va être bousculé pour le coup, mais ça c'est l'éthique. On va être bousculé dans nos certitudes, ça c'est certain. Et donc l'éthique va pas répondre effectivement, à mon avis, à ton interrogation sur je vais pas suivre le protocole parce que le malade rentre pas dans les cases, ça c'est sûr. Par contre, dans ce sens-là, moi je dirais simplement, effectivement, c'est éthique de ne pas le suivre si tu considères que c'est maltraitant pour le patient, et ça a bien été montré. Hein. Un processus de décision, c'est une interaction avec le patient, avec tes collègues, c'est vraiment un lieu de sociabilité, hein, je pense, le travail du soin. Et par contre, désobéir à une injonction, ça pour le coup c'est plus un problème éthique, c'est un problème politique, hein, donc je pense que ça c'est complexe. Mais je vois pas en quoi ça serait pas éthique de suivre quelque chose en tout cas de s'inscrire dans une action qui a des conséquences, si on peut rester dans la conséquence, qui a des conséquences en termes notamment de maltraitance vis-à-vis d'un patient, ça c'est sûr. Un protocole c'est quelque chose de généralisé, et c'est toute la difficulté posée en philosophie entre la règle et le cas, hein, ça c'est sûr et certain. Donc en quoi ce cas rentre dans la règle, en quoi la règle peut s'appliquer à ce cas, c'est toute la question éthique que tu poses, hein. Ça marche, c'est bon. Je pense que globalement, on peut avoir des règles, on peut avoir des principes, on peut avoir des recommandations. Il ne faut jamais se priver de les questionner. Il ne faut jamais se priver de les mettre à distance. Alors, cette démarche-là, ça ne veut pas dire qu'on va faire ou ne pas faire. C'est déjà juste s'autoriser à pouvoir questionner les choses. Je pense que c'est important de pouvoir se l'autoriser d'un point de vue individuel, d'accord, pour trouver du sens aussi peut-être à des choses qu'on ne comprend pas spontanément. Peut-être le deuxième pas, et c'est là qu'on voit peut-être une démarche éthique, c'est pouvoir le partager en fait en équipe. Et ça, c'est poser les questions de comment on peut aborder en équipe le doute qu'on a sur une règle, le doute qu'on a sur un protocole pour cette situation particulière. Je pense que c'est l'inverse en fait. Ne pas questionner un protocole, c'est là que c'est pas éthique, parce que finalement la règle, elle est générale. Comme le principe éthique est général. C'est comme si on questionnait jamais finalement le principe d'autonomie qui nous est donné d'emblée, qui est important et qu'on aime bien réfléchir. Mais il y a des fois, ce principe d'autonomie tel qu'il est décrit par Beauchamp, Childress, le rapport Belmont, tout autant de personnes, il n'est pas adapté à la situation. Donc je pense qu'il faut pouvoir se laisser de la marge et de la liberté pour questionner les recommandations, les protocoles. Alors ça ne veut pas dire d'emblée de ne pas les respecter, ça veut dire faire un pas pour leur donner un peu plus de sens. Et alors si c'est un problème éthique, peut-être politique, ça peut être aussi un problème juridique, parce qu'on peut avoir la même démarche sur des lois qui existent. Voilà, la question de la fin de vie interroge souvent sur les lois qui peuvent exister. La nouvelle loi de bioéthique qui vient d'être proclamée pourra nous questionner. Donc ça peut être un problème juridique. Par contre, le rôle de la réflexion éthique, on le dit souvent avec Fabienne dans les topos qu'on peut avoir, c'est aussi de questionner l'existant et ce vers quoi il peut évoluer pour être le plus adapté. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est quasiment dire l'inverse, c'est de ne pas s'autoriser à questionner les règles, qui est peut-être pas une posture d'emblée éthique ou réflexive ou du coup intéressante.
on est encore pile poil dans notre préoccupation majeure qui est la personnalisation du soin. Et Philippe soulignait l'histoire du cas et de la règle, mais même si on sort des protocoles, les paramédicaux savent aussi qu'on a la même question des fois sur l'application d'une prescription qui nous semblerait du coup pas adaptée ou erronée, et donc effectivement que ce soit une question alors déontologique ou juridique ou effectivement politique, de toute façon nombreux sont les cas dans lesquels on est amené à ne pas appliquer ou une règle ou une prescription, une injonction dans un souci de bienfaisance, et là effectivement la question éthique se pose dès lors qu'on a l'impression que le soin n'est pas suffisamment personnalisé. Ça me fait penser à ce que je racontais tout à l'heure sur l'histoire du vélo, vous voyez, cette fameuse nécessité pour notamment les jeunes, c'est vrai, et moi les jeunes internes, c'est particulièrement vrai, Jean-Étienne, tu as dû remarquer ça. Nous, on a appris les recommandations, on en a construit des recommandations ou des protocoles. J'ai pas le souvenir qu'on était aussi obsédé par ça, et tu reconnais que maintenant c'est une fourmilière de protocoles, de recommandations. Et quand toi, praticien un peu plus âgé, tu sors du protocole, les jeunes nous disent, c'est les jeunes qui nous disent, mais c'est quoi que tu fais là? C'est pas démontré, c'est pas montré, c'est pas dans le machin. La dernière reco de la SFAR, c'était pas comme ça. Bon, j'avoue, je l'ai pas toujours lu, j'avoue aussi. Mais c'est exactement comme cette histoire de vélo, à mon sens, de cette fameuse connaissance implicite qui sort en fait de l'objectivation. Là, il y a un philosophe pour moi qui est une belle référence pour ce sujet, c'est Chuang Tzu. C'est un philosophe chinois qui, dans un de ses textes, décrit un boucher, donc qui parle à son roi. Il y a beaucoup de rois et de princes dans cette époque de la Chine ancienne, et qui raconte à son roi comment se fait-il qu'il peut couper aussi bien que ça la tranche de bœuf. Donc il dit à un moment donné, effectivement, j'ai un protocole quand je suis jeune, j'ai un protocole pour mettre mon couteau à cet endroit-là, réfléchir à la manière dont je vais enfoncer mon couteau dans la viande. Désolé pour les végétariens. À un moment donné, il dit à son roi, et puis son roi dit, mais comment ça se fait que tu arrives à aussi bien couper cette tranche de viande, alors que moi, les jeunes, ça va pas, quoi. Les jeunes cuisiniers n'arrivent pas, ou on met des heures, essaient de réfléchir à la manière dont on va enfoncer le couteau dans le truc, et puis il dit, ouais, il y a un moment donné, avec l'expérience, il s'enfonce tout seul, sans que je sache, sans que je réfléchisse, et c'est exactement ce que je raconte moi aux jeunes chirurgiens, c'est exactement la manière dont nous, par exemple, on fait une échographie, quand on fait de l'échographie, on apprend, les jeunes apprennent à mettre la sonde à tel endroit, et puis le jeune, il n'arrive pas à trouver le cœur. Moi, je travaille en chirurgie cardiaque, et puis alors c'est toujours un peu énervant pour les jeunes. Tu prends la sonde, tac, tout de suite le cœur qui arrive. C'est juste énervant pour tout le monde, ça. Mais et moi, à mon sens, c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre et expliciter finalement à nos plus jeunes qu'est-ce que ce protocole-là qui peut effectivement nous apprendre, en supposant qu'il est validé, qu'il est basé sur un certain nombre de choses qui peuvent être quand même correctes, parce qu'il y a des protocoles qui, à mon sens, ne veulent pas dire grand-chose. En tout cas, peut-être que c'est ça, c'est comme l'outil. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut peut-être expliquer aux jeunes, c'est qu'à un moment donné, tu vas plus forcément en avoir besoin, ou alors on va totalement l'intégrer pour le coup. Mais on a notre propre protocole qui est né aussi de l'ensemble des protocoles qu'on a appris. On n'a pas une connaissance totalement éthérée de notre métier, mais tu leur fais lire tant que ceux, puis ça sera bien. C'est génial ce que tu dis. Parce qu'en fait, il faudrait que tu me donnes ton mail, parce que je te donnerai la thèse de ma philosophe là, qui a fait son travail sur l'algorithme en médecine et qui a fait du terrain, comme on dit, dans les services d'urgence de la région. Donc c'était en l'occurrence autour de l'algorithme embolie pulmonaire. Donc c'est assez classique aux urgences, de suivre un certain nombre de chemins pour éventuellement proposer un angioscanner. Je suis désolé pour la technique, voilà, je parle en privé là, vous voyez. En tout cas, il y a des algorithmes pour suivre effectivement. On s'aperçoit quand même dans les enquêtes qu'elle a pu faire, Océane, c'est que comme les urgentistes globalement, effectivement, avaient des attitudes franchement différentes par rapport à la protocolisation.
des services d'urgence pouvaient s'adapter, comme on dit, hein, c'est-à-dire en plus pour protocoliser, faut-il qu'il y ait dans la recommandation la possibilité de faire tel ou tel examen. Hein, quand tu es dans un hôpital qui dans le protocole te demande de faire un truc et que tu n'as même pas l'appareil chez toi, et autant te dire que le protocole tu vas pas le suivre, hein, ça c'est sûr. Donc là, faire attention, hein, évidemment, quand il y a des écritures sur les protocoles. Souvent d'ailleurs, curieusement, on s'oriente vers l'algorithme et le chemin décisionnel dans les recommandations. Sur l'embolie pulmonaire, il fait 25 pages et on lit pas le texte en fait. Et quasiment jamais le texte en fait. Hein. T'es d'accord Et donc on est très dans le monde de l'image hein, et dans l'algorithme qui est pas encore dans l'ordi. Et sa question à Océane, c'était justement en quoi les protocoles et l'algorithmique en médecine, si on peut dire que c'est un protocole, il est suffisamment pertinent pour se cadrer à l'ensemble des cas standards, ou est-ce qu'il est suffisamment large pour qu'il puisse prendre en compte des cas exceptionnels. Ça, c'est toute la subtilité de sa construction. Et effectivement, après, avec la possibilité de les réévaluer, hein, on a encore de la chance que ce soit des collègues à nous, peut-être hors du terrain, c'est ce qu'on peut critiquer d'ailleurs sur la construction des protocoles, mais avec lesquels on peut parler. Et effectivement, quand ça sera du deep learning dans la machine, voilà, il y aura plus de possibilité de discuter avec la machine. Mais on est assez rassuré. Toute l'enquête qu'elle a pu faire sur l'algorithme et sur les premiers pas dans une informatisation, avant de parler d'intelligence artificielle, pour l'instant, on est plutôt rassuré, ça marche pas du tout. Toutes les tentatives sont encore très éloignées. Et effectivement, dans une prise en main de la manière dont on va pouvoir décider par une machine, on peut se rassurer en pensant quand même qu'on espère que les hommes pourront être suffisamment critiques vis-à-vis de la robotisation. Mais je crains effectivement, on peut craindre, c'est comme on disait tout à l'heure avec l'outil, hein, on a travaillé beaucoup sur cette notion d'outil dans le protocole en fait. C'est un outil, et donc la notion de l'outil est importante à comprendre. Et il faut essayer effectivement d'être très vigilant sur qu'est-ce que c'est que l'outil et comment ne pas se faire bouffer par l'outil. On l'est de toute façon, hein, on est dans une technique, dans un rapport technique même à l'autre et à nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même reconnaître. Même dans le technique de communication, de relation, de proximité avec l'autre, on est dans une sorte de technique, vous n'avez peut-être pas aimé le mot, mais je pense qu'on ne peut pas penser autrement l'homme dans le monde. Hein, on est des hommes techniques, et effectivement toute la subtilité, ça sera de ne pas se faire bouffer par ça, mais on peut se faire confiance quand même encore, j'espère. Que c'est une peur panique, est-ce que c'est de la science-fiction, je ne sais pas. Mais dans tous les films de science-fiction, il y a de temps en temps eu des gens qui ont pu se rebeller contre les robots, donc j'ai plutôt confiance. Oui, je voudrais simplement rajouter par rapport à nos jeunes collègues que la formation des étudiants, c'est quand même quelque chose de très protocolisé. Ils ont des QCM, ils répondent par oui ou par non, et ils ont une façon d'apprendre qui est un petit peu différente. Et peut-être que c'est nous, avec un peu plus de réflexion, dans notre réflexion éthique, qui devons justement aller rencontrer ces étudiants et leur proposer toute cette dynamique éthique dont ils sont très friands, parce qu'ils ont besoin aussi qu'on les aide à réfléchir et qu'on leur montre des pistes. Et je crois que ça, c'est vraiment important, que chacun dans son domaine, infirmier, médecin, qu'on puisse développer la réflexion éthique auprès de nos étudiants. Et c'est là où ils vont prendre du recul par rapport à tout leur QCM et les protocoles, et qui vont s'approprier les choses. Et vraiment, je crois que c'est une ouverture qui est grande et qu'il faut vraiment développer. Voilà. Et donc, pour conclure, je vais laisser, je crois que c'est Jean-Étienne qui veut nous dire des choses. Je pense que là, pour le coup, c'est pas le protocole par lui-même qu'il faut critiquer, c'est l'impossibilité, évidemment, du temps autre que pourrait nous permettre le protocole, pour le coup. Et là, vous savez tous comme moi que l'accueil d'un patient, par exemple, dans un service de chirurgie, j'ai un bel exemple avant-hier, d'infirmières qui accueillent les patients, des dizaines de patients l'après-midi, bon, c'est les horaires,
pour les opérations du lendemain, protocolise l'entrée. On sait bien que là, c'est du type de la protocolisation, de l'accueil, que c'est comme le bateau des migrants tout à l'heure, vous voyez, il faut bien des protocoles pour en plus, si les administratifs n'ont pas le nom de la personne de confiance, le numéro de téléphone un tel, ou est-ce que, voilà, ceci, cela, un accueil de patients est très protocolisé dans un service, vous savez très bien, mieux que moi. Et effectivement, je me souviens de l'avoir vu en visite préopératoire, ce patient. Excusez-moi. Et l'infirmière était assise à côté de lui en lui tenant la main. Et je lui ai dit waouh, c'est chouette. Vous avez, je sais pas si j'ai parlé comme ça. Le monsieur était là, ouais, pourquoi pas, c'est ma façon de parler. En tout cas, elle était assise et elle tenait la main au patient et puis elle lui demandait, son nom, etc. Il y a un certain nombre de protocoles d'accueil, on dira, comme pour le bateau des migrants. Pas comme dans le deuxième protocole où il y a le bureaucrate qui fait, quoique de temps en temps, c'est un peu ça, le protocole 2. Vous voyez, le 1 et le 2. Non, c'est pas comme décision 1 et 2. Non, c'est le 1 et le 2. Et donc, c'est des fois le 1 et le 2. Du protocole, et puis elle me dit bah ouais là c'est la première fois aujourd'hui que j'ai pu faire ça. Pour les autres patients c'était juste niette quoi. C'était debout derrière l'ordi avec le passage, en plus on vient de changer le logiciel donc c'est comme d'habitude. Plus il y a de logiciels nouveaux, moins il y a de malades, ça on sait bien, c'est-à-dire que moins il y a le malade est là, pardon. Et oui, voilà, c'est ça le truc. Et donc, est-ce que c'est le protocole la difficulté? Est-ce que c'est la manière le lieu de l'intégration qui est complexe? Et on voit bien que les dysfonctionnements de nos hôpitaux vont pas améliorer les choses. Et je crains effectivement que la protocolisation soit peut-être la manière de faire future, parce qu'on n'aura pas, comme tu dis, le temps. Alors, pourtant, il nous permettait de nous dégager du temps. Alors, c'est tout le paradoxe de ce sacré protocole, quoi. C'est pour ça qu'on est mal à l'aise avec ça. Et comme tu dis, on n'a pas le temps de faire autre chose. Et Dieu sait si on aimerait faire autre chose, tenir la main de ce patient, etc.